relier toutes les stations de ski de France à vélo. Il y en a plus de 300. L'objectif surtout, c'est d'utiliser ce passage dans les stations pour interviewer les spécialistes du sujet, des stations et des montagnes, d'identifier les nouvelles pistes à mettre en place dans les stations, dans les territoires de montagne, autour des sujets d'avenir. Il y a énormément d'enjeux sociétaux importants là-dessus. Quand je franchis la ligne d'arrivée, je me dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Je me rends compte à ce moment-là que même dans ta vie pro, tu peux complètement réaliser tes rêves les plus fous, les trucs que tu crois impossibles. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume de Lustrac, un athlète d'ultra-endurance en quête de défis sportifs de plus en plus grands. Son prochain double défi démarre dans quelques jours. Relier toutes les 300 stations de ski de France à vélo en moins de 100 jours. Le tout en allant directement à la rencontre de spécialistes sur place pour sensibiliser au réchauffement climatique et son impact sur l'avenir de nos stations. Dans cet épisode, vous allez également découvrir les 2 records du monde insolites qu'il a battus ces 2 dernières années, la clé qui permet de réaliser tous vos rêves les plus fous, et pour finir, une anecdote sur une course d'ultracyclisme dans laquelle il s'est pris un mur de plein fouet au sens propre du terme. Sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Guillaume de Lustrac. Bonjour Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie, merci à toi de m'avoir invité surtout. Avec grand plaisir. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Guillaume Koudlanski de Lustrac, j'ai 30 ans. Je suis dans la vie de tous les jours, professionnellement, on va dire, consultant indépendant en bilan carbone et en transition environnementale. J'accompagne un peu tout type de boîtes ou de collectivités, d'organisations sur les sujets d'environnement. Et à côté de ça, du coup, je fais pas mal de petits défis de plus en plus grands, qui du coup, voilà, sont des défis en général sportifs, et qui permettent, on pourra en parler, mais qui permettent un peu habilement de faire passer quelques petits messages sous-jacents en douce pour essayer de faire, voilà, pour essayer de faire changer les choses à mon échelle. Ok. Avant de revenir un peu plus en détail sur ces petits défis, pas si petits que ça, j'aimerais savoir un petit peu, toi, quelle est ton histoire avec le sport et comment t'en es venu à te prendre de passion pour les sports d'endurance en particulier? Alors, ça a commencé vraiment dès tout petit. J'étais même depuis le primaire, en fait, je fais de la natation. J'en ai fait après primaire, collège, lycée en compétition à moyen haut niveau, on va dire. J'étais, tu vois, grosso modo niveau championnat de France. Et donc, voilà, enfin, j'avais quand même tu vois, cette dizaine, 15 heures d'entraînement par semaine. Après, avec la prépa, école de commerce, j'ai complètement arrêté. Et j'ai repris en fin d'école de commerce, en fait, au moment où je rentre. Je pense que je fais un peu tout le temps les trucs à fond. Et donc, du coup, en école, j'enchaînais, tu vois, j'avais un stage et en même temps, en plus du stage, le soir, je rebossais pour une autre boîte un peu bénévolement parce que voilà, je me disais, il faut apprendre énormément et donc je voulais vraiment y aller à fond. Et quand j'ai pris mon premier CDI, à 19h, on m'a dit non, mais là, il est 19h, tu rentres chez toi, quoi. Euh, je disais ouais, mais enfin voilà, j'ai encore des trucs. Non, 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 tu prends tes affaires, tu rentres chez toi, tu laisses l'ordi ici. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce temps libre? C'est pile à ce moment-là où j'ai un copain qui m'a dit qu'il allait s'inscrire à l'Embrunman, donc un triathlon de distance Ironman. Donc, les 3 km 8 de natation, 180 de vélo et 42, un marathon, donc 42 km à pied. Et donc, voilà ce que j'ai fait de mon temps libre. Et petit à petit, ce temps libre, en fait, il est devenu de plus en plus important. Donc, voilà un petit peu comment je me suis mis après aux défis de plus en plus longs. Ok. Donc comme je te disais en off, c'est Thibaut Périllat que j'ai déjà reçu sur le podcast qui m'a donné ton contact. Et l'une des premières choses qu'il m'a dit quand il t'a présenté, c'est que tu étais connu pour avoir battu le record du monde du marathon en marche arrière. Alors, est-ce qu'on peut revenir au jour où on se réveille un matin et on se dit: «Je vais courir le marathon en marche arrière, je vais battre le record du monde»? Ouais, bah, c'est l'inconvénient ou l'avantage de traîner avec des personnes comme Thibaut, c'est qu'on a de belles idées comme ça. En plus, c'était avec Thibaut, ce jour-là, on discutait avec son frère jumeau Duncan, qui lui est champion de France, du marathon en avant. Et on discutait ensemble. En fait, j'avais fait un chrono qui était pas trop mal, sur le marathon de Valencia en décembre, du coup, de 2022.
et Thibaut, lui, allez, je vais un peu le taquiner en live, mais il avait crampé autour du 30e. Et donc, en fait, il avait fini en 2h52, ce qui est quand même solide, hein. Mais voilà, il vaut mieux que ça et, en termes de temps. Et quand il arrive en même temps que le record du monde du marathon avec une poussette. En fait, c'est enfin, un gars d'une trentaine, quarantaine d'années qui poussait sa mère, qui, je crois, est atteinte de sclérose en plaques. Et donc, je me dis, waouh, 2h52, franchement, c'est bien. Mais en même temps, je pense qu'avec une poussette, je pourrais peut-être battre ce record. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder les autres records du monde. Et puis, je vois le fameux record du monde en arrière, en 3h38. Et j'en parle à son frère jumeau et Thibaut. On était ensemble ce soir-là. Et on se dit, ouais, quand même, et tout, c'est pas facile. Je fais 1 kilomètre en arrière et je me dis, mais c'est hyper dur. Et d'un coup, on me dit, bah écoute, vas-y, chiche, si jamais il y a 1000 votes sur ma story, tu te lances, tu essayes de battre le record du monde en arrière. Donc, on était aux périodes d'à peu près le Nouvel An, donc je pense qu'il y avait quelques festivités dans l'air qui ont un peu enjoué tout ça. Mais voilà, j'ai dit, allez, vas-y, go. Et 1004 votes en 24 heures plus tard, il fallait que je tienne ma parole. Donc, je me suis lancé le 1er janvier pour essayer de battre le record du monde du marathon en arrière 5 mois plus tard. Est-ce que c'est un record qui est souvent tenté ou est-ce que c'est assez rare que les gens finalement s'essayent à ce type de record? Alors écoute, je n'ai pas vu grand monde le, le faire avant jusqu'ici. Je vois quelques personnes, tu vois, courir pieds nus. Je fais un petit clin d'œil à Olivier Maria, mon ami qui court pieds nus ou en sandales. Mais en arrière, au marathon de Paris, par exemple, je ne vois pas grand monde courir en arrière. Mais c'est pas non plus un record qui a été battu pour la première fois. Tu vois, c'est pas il a le record parce qu'il l'a tenté pour la première fois. Il y a eu une bonne vingtaine, trentaine tu vois, de records avant ça qui ont été établis. La marque à chaque fois descendait. Il y a eu un Français d'ailleurs dans les années 90 qui l'a eu. Et pour le petit clin d'œil d'ailleurs, il y a une infirmière qui m'a envoyé un message en disant bah, j'ai vu ton record. Sache que j'en discutais souvent avec elle. Elle s'occupait en maison de retraite de ce gars-là qui avait eu le record. Et elle a dit bah voilà, il est décédé, je crois, 1 mois avant mon record. Donc voilà, la petite dédicace et la belle histoire, quoi. OK. Tu as déjà pas mal parlé de ce record-là dans d'autres interviews, donc je te propose qu'on rentre, un peu plus en Ouais. détail sur d'autres sujets que tu n'aurais pas encore abordés. Plus récemment, tu t'es essayé à un autre record, qui est le record de la plus grande trace GPS jamais réalisée en vélo. Est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu comment est né ce projet-là? Ouais, alors pareil, en fait, en regardant d'autres records du monde dans ce qui se faisait, je suis tombé sur des Français qui avaient dessiné un vélociraptor, en fait, à vélo, 1500 km, je crois, si je dis pas de bêtises. Et franchement, magnifique leur vélociraptor. Et du coup, avec un ami que je connais de l'ultracyclisme. Donc, l'ultracyclisme, pareil, c'est des courses. On part à peu près au même moment d'un point de départ. C'est entre 500 et 5000 km à vélo. Et la première personne qui arrive à arriver gagne. Donc après, tu te débrouilles pour dormir, manger, faire tes besoins quand tu veux. Mais sauf que vu que les autres, pendant que toi, tu t'arrêtes de dormir, ils roulent, bah, souvent, c'est un peu en partie la course à celui qui dort le moins, quoi, ou celle qui dort le moins. Et donc voilà, on s'était rencontrés sur ça. On savait que 1500 km c'était jouable parce que nous, la course sur laquelle on s'était rencontrés, c'était la Race Across France. Donc, il y a plusieurs distances, mais là, c'était 2500 km. Et donc, on s'est dit, bah voilà, on peut se tenter un truc de 2000 km. Entre-temps, il y a d'autres Français encore qui l'ont battu, qui avaient fait un grand cœur à travers la France. Et donc, on a re-agrandi nos anneaux olympiques. Il fallait faire un petit peu de maths. Et voilà, quelques mois plus tard, donc en février de cette année, là, le mois dernier, on a battu le record du plus grand dessin GPS à vélo. OK. Concrètement, comment on prépare ce type de défi? J'imagine que ça demande quand même un petit peu de préparation en amont. Est-ce que tu Ouais. peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Alors l'avantage, je pense, l'avantage du vélo et du longue distance comme ça, là, c'était pas une course, donc on n'avait pas besoin, tu vois, de faire, par exemple, des intensités et cetera. Donc avec
ma caisse de fonds, un peu, si je peux dire, ça suffisait, tu vois. J'ai fait la Lyon-Saint-Élion en décembre. Après, j'ai pris le reste de décembre off pour un petit peu profiter, décompresser. Je pense que tu vois, la fraîcheur mentale, elle est hyper importante dans ce genre de défi. On parle beaucoup, tu vois, de fraîcheur physique, d'affûtage et tout, mais faut quand même aborder ces défis longue distance avec beaucoup d'envie. Et donc, du coup, si jamais tu te prépares non-stop, tu fais pas de pause, ouais, mentalement, c'est aussi un équilibre à gérer. Et donc après, j'ai repris début janvier. Et là, 3 semaines de préparation. Et donc, voilà. Je pense que c'est parce que je roule tout le temps, tout au long de l'année, ou alors je cours tout le temps, ou les deux. Et donc, du coup, j'avais déjà cette caisse de fond. Vincent, pareil, lui, il roule tous les jours. Et donc, voilà, on était prêt pour ce genre de défi. OK. Une fois le départ lancé, du coup, comment est-ce que ça se passe un petit peu au niveau logistique, soit au niveau, du sommeil, de l'alimentation? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe? Ouais. Alors, sur un ultra, non, sur le défi, sur ce défi? Sur ce défi en Ouais. particulier, après j'imagine que ça se reporte, sur les autres ultras? Ouais, c'est un petit peu différent de l'ultra parce que là, du coup, nous, on roulait, allez, 7-8 heures du matin à 20 heures, ouais, jusqu'à 20 heures. Donc on faisait, 3 heures de nuit. Et si tu veux, on s'arrêtait, on mangeait, tranquillement. Et après, voilà, le soir, on partageait, sur les réseaux sociaux. Moi, c'est le truc qui, je pense, m'a le plus fatigué, c'est tous les soirs, de devoir, tu vois, essayer de remettre les stories du jour, essayer de faire du contenu un petit peu quali, hem, ouais, sur Instagram notamment. Heu, je pense, je suis pas hyper à l'aise, je viens pas force enfin, ouais, tu vois, j'ai fait ce compte-là parce que du coup, j'avais des trucs à raconter, mais sinon, de base, je suis plutôt à garder les trucs pour moi. Et voilà, on dormait, dans un bon lit, et cetera. En ultra, c'est un petit peu différent. En Mmh. ultra, tu vois, la Race Across France, j'ai dormi en moyenne, donc j'ai mis 6 jours. J'ai dormi en moyenne 2 heures et demie par tranche de 24 heures. Donc grosso modo, je faisais un cycle de 1 heure et demie par nuit et après, 2 à 3 micro-siestes dans la journée de 20 minutes, tu vois? Donc là, ça se gère quand même très différemment. On était très fatigués sur le défi parce qu'il y avait ce côté réseau social à gérer en plus. Plus le dernier jour aussi, voilà, on avait notre parrain Johan Ofredo, qui est ancien cycliste pro et commentateur du Tour de France sur France 2, qui était là. Et donc, on voulait faire une grosse arrivée avec plein de personnes. Et on a fait voilà, une mini traversée de Paris un peu festive à vélo qui était vachement chouette. Mais voilà, bon, c'est un petit peu différent de la configuration ultra. Les deux sont un peu fatigants et à gérer à leur manière. OK. Est-ce qu'il y a eu des imprévus durant ce défi? Des choses que tu avais pas forcément anticipées et qui se sont passées? Alors, une des choses que j'avais pas forcément prévues, il y en a 2. Et la première, c'est que, bon, bah, moi, je me dis: «Voilà, on va faire 10 jours de vélo, c'est parti». Et j'avais quand même oublié que c'était un peu l'hiver. Et c'est vrai que 10 jours de vélo à 0 degré, c'est pas exactement la même chose que 10 jours de vélo, en juillet, tu vois? Où on a plutôt tendance à faire 10 jours de vélo. Donc oui, tu brûles plus de calories à essayer de te réchauffer, ça tape un peu mentalement, tu te prends de la météo pourrie, voilà, c'est pas forcément, tout le temps évident, je pense, mentalement plutôt que physiquement. Et après, l'autre aspect, c'est que personnellement, je suis vegan depuis, un paquet d'années, et ben, quand tu arrives, alors j'allais dire quand tu arrives dans la campagne profonde, mais non, c'est pas forcément vrai. Même dans les villes, dans beaucoup de villes, en France, il y a un énorme retard par rapport à nos voisins européens, sur, tout ce qui est, nourriture, végane. Végétarien, on commence à s'y mettre, mais vegan, on n'y est pas encore. Et donc, tous les midis, sauf deux trois exceptions, mais le problème c'est que quand c'était des exceptions le midi, et ben, ça arrivait le soir, je mangeais des frites. C'était le seul truc que j'avais à manger. On arrivait dans des kebabs ou dans des brasseries. Parce que bah, d'ailleurs, truc un peu étonnant, mais ouais, dans les petits villages, en fait, et ben, souvent, au mieux, tu as un kebab et une brasserie, mais sinon, tu as soit kebab, soit brasserie. C'est assez fou, tu vois, de voir à quel point le kebab a vraiment pris de la place comme ça dans ces villages. J'avoue que dans les montagnes dans lesquelles je suis, ben voilà, je m'en rendais un petit peu moins compte. Euh, mais voilà, du coup, ça c'était le gros imprévu. Et là, pour le prochain défi, ben pareil, j'ai un petit peu peur
de devoir manger que des frites. Donc, c'est un truc sur lequel il va falloir que je réfléchisse parce que je peux prendre du ravitaillement en amont, tu vois, typiquement comme sur Ultra. Du coup, je pars beaucoup plus lourd que les autres parce que j'ai plein de barres, tu vois, protéinées ou pas, mais vegan à l'avance. Là, ouais, on en parlera peut-être, mais sur le prochain défi qui durera plusieurs mois, ça va être compliqué de prendre tout ça à l'avance. Ok. Tu disais qu'il y a des voisins européens qui sont plus avancés. Ouais. Dans quel pays, justement, tu trouves plus facilement Tous, franchement tous. Tous? C'est vrai? Ah ouais, tous sans aucune exception. Pour t'illustrer ça, moi je pense le truc un peu révélateur, c'est les fast-food. Tu vas chez McDo ou Burger King, tu vas en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Tous ont un truc vegan à minima ou des trucs végétariens. En France, McDo, ils ont un truc végétarien, je crois. Burger King, tu peux faire un truc vegan en enlevant le fromage et la sauce. Mais voilà, c'est tout quoi. Tu vas dans les rayons supermarchés, le rayon vegan, il est au moins le double de la taille des rayons vegan en France, quoi. Donc, ouais, voilà, on se dit pays de la gastronomie et pourtant, je pense que on va se faire défoncer. Bah ouais, mais en fait, c'est pas tu vois, pour moi, c'est pas une excuse et on va se faire défoncer dans l'avenir de la gastronomie parce que ben, l'avenir, il est clairement moins carné et on est en train de prendre du retard sur ça. Et voilà, je pense que si on veut continuer à rester le pays de la gastronomie, faut s'adapter, quoi. Toute culture s'adapte au fur et à mesure de son existence. Je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu est-ce qu'il y a d'ailleurs un message derrière ce défi-là? Pourquoi les anneaux des JO? Pourquoi ce défi? Ouais. Alors, les Jeux Olympiques, vaste sujet. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, etc. L'idée, c'était pas forcément de rentrer dans ce débat-là. L'idée, c'était plutôt de dire, bah, nous, notre manière de voir les Jeux, c'est que ça doit être une incitation pour toutes les personnes à essayer de faire du sport. Il ne faut pas que ce soit forcément parce que c'est dans notre pays que ça nous incite, mais voilà, on avait un peu envie de utiliser ça comme prétexte pour dire, bah voilà, euh, essayez de dessiner les anneaux à côté de chez vous, que ce soit à vélo, que ce soit en courant, même ne serait-ce que de faire un cercle ou deux ou trois. Déjà, c'est pas évident à essayer de dessiner ça. Ça peut être un beau défi pour les personnes qui nous écoutent. Et voilà, c'était un peu notre. On sait aussi qu'on très allez, à 99% sûr qu'on ne participera pas au jeu, en tout cas pas en cyclisme, ça c'est sûr. Peut-être qu'on arrive à trouver des subterfuges. Tu vois, bon, l'équitation, tu as des personnes qui sont peut-être plus âgées et donc peut-être qu'en se mettant à 30 ans à l'équitation, sans leur manquer de respect, hein, mais voilà, tu as peut-être 20 ans dans lesquels tu peux t'entraîner tous les jours, etc. et peut-être y arriver à terme. Mais voilà, on sait qu'on n'arrivera probablement pas au jeu. Et donc, bah, c'est notre manière à nous de participer au jeu. Et on se dit que ce serait sympa qu'en fait les jeux, ce soit une opportunité pour tout le monde de faire du sport. Je trouve que Paris 2024 ont essayé de le faire, l'ont fait bien sur certains trucs. Tu vois, le marathon pour tous, je trouve que c'est quand même un succès dans la manière dont ils ont communiqué en amont. Il y a eu des places à gagner en participant, etc. Voilà, c'est un peu notre vision de vivre les jeux. Ok, c'est intéressant. Si on revient un petit peu en arrière, globalement, quel a été ton premier gros défi? Comment tu l'as vécu? Et comment tu t'y es préparé? Et ensuite, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie d'enchaîner sur d'autres défis de plus en plus grands? Ouais, il y en a vraiment 2 gros qui ont marqué ces étapes-là. Heu, ouais, allez 3. Pour essayer de faire un peu synthétique, le premier c'était vraiment l'Embrunman où là, du coup, je me mettais dans le sport, d'endurance, et je pense surtout là, le gros déclic, c'était, ben, en fait, pour moi, c'était quelque chose d'impossible, vraiment au moment où je me suis inscrit à ça. Je me suis dit: «Bon, bah, je m'inscris mais je pense pas en être capable, on verra». Et en fait, ben voilà, premier levier qui saute en te disant, bah en fait, quelque chose que tu penses impossible, finalement, c'est possible. Et ça te fait quand même débloquer pas mal de freins en interne dans ta vie de tous les jours, tu vois. Et aussi, ça m'a appris, tu vois, la rigueur et tout ce qu'il faut mettre en place pour. Donc, exit les bières en after work 2, 3 fois par semaine que je pouvais faire avant.
Et tu vois, quand je me suis dit, putain, mais le temps que je passais en bière after work et où maintenant je le passe à faire des trucs que je pensais impossibles et que j'arrive à réaliser, mais waouh, enfin, pourquoi est-ce que je le faisais pas avant, quoi. Et la deuxième grosse étape ensuite, c'était, comme je te disais, la Race Across France, où là, je me dis, mais enfin, autre level de impossible, tu vois. Traverser la France, 2500 km, tu fais les cols mythiques des Alpes, le Galibier, l'Alpe d'Huez, le Ventoux, etc., etc., etc. Impossible. Et quand je franchis la ligne d'arrivée, je me dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Et en fait, là, je me rends compte à ce moment-là que même dans ta vie pro, même si tu vois, tu as envie, tu as un peu ton dream job, etc., tu peux complètement réaliser ouais, tes rêves les plus fous, les trucs que tu crois impossibles, juste en fait en mettant en place les bons process, en réfléchissant, en faisant ton petit rétro-planning, en disant, bah voilà, quelles sont les étapes pour que j'y arrive. Il y a d'autres personnes qui l'ont réussi. Hop, j'organise mon truc en amont et finalement, je fais le nécessaire, je me prépare et j'y arrive, tu vois. Et ça, du coup, tu peux l'appliquer dans le monde pro. Tu peux te dire, bah voilà, comme je disais, mon dream job, c'est ça. J'identifie quelles sont les étapes et ben, voilà, au fur et à mesure, tu y arrives. Et donc, ça a vraiment débloqué tous mes freins dans ma tête. Et après, la troisième étape, je pense, c'était l'année d'après, j'ai fait un triple Ironman du coup en off, c'est-à-dire organisé moi-même dans mon coin avec ma femme. Donc 3 fois la partie natation d'affilée, à peu près 12 km de natation dans le lac d'Annecy, 600 km de vélo d'Annecy à Périgueux. Donc, j'avais rajouté 60 km pour des questions logistiques, parce qu'après, j'avais fait du coup 126 km de course à pied de Périgueux à Bordeaux. Voilà, d'où les 60 km en plus, parce que sinon, on n'arrivait pas à Bordeaux. Et là, en fait, c'est le début de l'organisation des défis en solitaire, parce que ce triple Ironman, il existe en organisé, mais ça coûte 3 000 € et tu le fais sur un petit circuit fermé, des boucles de 9 km de vélo et des boucles de 1,5 km de course à pied. Tu vois, je trouve que par rapport, faire ça en zone industrielle ou traverser la France d'est en ouest, bon, bah là, c'est un peu game changer. Et donc, c'était le début vraiment des défis où je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? C'est quoi un peu mon rêve? J'ai envie de faire ça. Ok, ben, je vais le chercher. Et derrière, je peux faire glisser des petits messages en douce. Et là, pour le coup, sur ce Triple Ironman, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir montrer qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour faire un Ironman d'Hawaï pour vivre ses rêves, et se demander à soi-même qu'est-ce qu'on a envie de faire profondément et le mettre en place, pas forcément avoir besoin d'une grosse organisation pour le faire derrière et y arriver avec ses moyens, quoi. Ok. C'était quand ce triple Ironman? Alors, l'embrayage, c'était en 2019. Après, tac, tac. Et donc, le triple Ironman, ça devait être en 2021 ou 2022. Donc, ça devait Ok. être ouais, 2022 peut-être, je pense, il y a 2 ans. En termes d'organisation, du coup, comment tu as procédé? Euh, sur le moment, tu veux dire, sur place? Ouais. Ouais. Alors, j'avais ma femme, du coup, qui m'accompagnait à vélo, elle, sur la piste cyclable le long du lac d'Annecy, quand j'ai nagé. Donc j'avais pris toutes mes affaires, je suis monté en tenue dans le bus le matin. Hop, traversée du lac d'Annecy. Arrivé à Annecy, j'avais un magasin de vélo, de location de vélo, qui a pu me garder le vélo le temps de la partie natation. Je l'avais laissé la veille. J'ai pris le vélo, je suis monté dessus et là j'avais toute ma configuration un peu ultra avec du coup ma nourriture, mes affaires, etc. J'étais parti le vendredi matin, je roule tout le vendredi. La nuit du vendredi au samedi, pareil, je crois que j'avais fait une micro-sieste de 45 minutes, je pense. Euh, et je finis le samedi après-midi soir, ouais, le samedi soir, les 600 km. Là, ma femme avait pris un Flixbus en mettant son vélo dedans jusqu'à Périgueux, un Annecy-Périgueux, en passant peut-être par Lyon, je crois, ouais. Elle m'attendait à Périgueux, on avait contacté des warm showers, je ne sais pas si tu vois, c'est un peu comme du couchsurfing, comme un Airbnb gratuit entre particuliers, mais là, warm shower, c'est spécifique pour les cyclistes.
à Périgueux, du coup, qui avait accepté de nous accueillir. Hop, petit ravito dans le warm shower. J'avais laissé le vélo et moi, je suis parti courir. Constance, donc ma femme, elle m'accompagnait à vélo et donc, du coup, c'est elle qui avait tous les ravitaux. Voilà, fini jusqu'à Bordeaux. Et après, je crois que le lendemain ou le surlendemain, du coup, je suis retourné à Périgueux pour aller rechercher le vélo et revenir avec le vélo en TER parce que je pense que j'avais les jambes un peu fatiguées. Je me Ok. suis permis ce petit. C'est Voilà. c'est quoi la plus grande difficulté que tu rencontres sur ce challenge et même, je dirais, sur tes différents challenges de manière générale? J'ai envie de te dire que c'est difficile tout le long, franchement. Après, c'est sûr qu'il y a voilà, non, il y a plein de moments de haut, mais la difficulté, elle peut être tout le long. Elle peut être en amont, en organisation. Là, tu vois, le prochain, il est dans un mois. La quantité de trucs que j'ai à faire est juste hallucinante. Et j'ai mis en pause un peu mes missions de consultant freelance. Hier soir, tu vois, j'ai fini à 4 heures du mat pour finaliser un truc. Euh, donc en amont, l'organisation demande énormément de trucs, ce qu'on ne voit pas forcément. On a l'impression que voilà, on est parti avec son petit vélo ou ses baskets et voilà. Euh, Pendant le défi, pareil, tu vois, ça va dépendre, mais sur le défi olympique, la partie post et story m'a pris énormément de temps et énormément de charge mentale. Je pense qu'en fait, chaque défi me permet d'ouvrir des portes, me permet d'accéder à d'autres choses. À chaque fois, tu vois, rentrer un peu, on va dire, dans une dimension plus grande. Pour le marathon en arrière, j'ai passé, je pense, 2 semaines non-stop après le record à répondre aux questions de à peu près tous les journalistes qui m'appelaient. Ça, je n'avais pas du tout prévu. J'avais une grosse semaine de travail je me suis pris une vague, un tsunami que j'ai pas vu venir. Voilà, donc tu vois, même le après, il peut être aussi difficile à gérer. Je pense que c'est la gestion, tu vois, un peu la gestion de tout, être très organisé, et pour ça, c'est con, hein, mais faire ces petits rétro-planning où tu te dis, bah voilà, ça, c'est la top priorité. Ensuite, il faut que je mette ça en place. Ensuite, et je ne fais pas l'étape 3 avant d'avoir fait l'étape 1, même si l'étape 3, c'est l'étape qui me donne la plus envie. J'attends d'avoir fait, tu vois, j'attends d'avoir tout le tracé de mon défi avant de contacter les personnes qui m'intéressent, etc. Voilà, c'est ça. On a l'impression qu'on fait un peu ces défis en étant fou, etc. Mais il y a tellement de travail en amont. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des messages que tu essayes de véhiculer au travers de ces différents défis? Est-ce que ça a une portée plus grande que simplement le challenge en lui-même? Ouais. Et pour ça, si tu le veux bien, je vais peut-être parler du prochain défi. Ah bah, j'allais y venir alors. Ok, bah alors écoute, j'essaye de pas parler du prochain défi alors, et du Oh, tu coup, peux, hein? ok, ok, ok. Euh, En gros, le prochain, ce sera de relier toutes les stations de ski de France à vélo. Il y en a plus de 300. Et l'objectif surtout, en fait, c'est ouais, l'objectif, c'est d'utiliser ce passage dans les stations pour interviewer les spécialistes du sujet, des stations et des montagnes et des territoires de montagne, euh, à travers un podcast qui, je pense, s'appellera Nouvelle Piste. Voilà, petite annonce en exclusivité. Euh, et idéalement avoir un documentaire aussi, mais grosso modo, d'identifier les nouvelles pistes à mettre en place dans les stations, dans les territoires de montagne, euh, autour des sujets d'avenir. Donc, on sait que, tu vois, niveau énergie, niveau émissions, niveau gestion de l'eau, il y a énormément de choses à faire. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir partager ça au plus grand nombre pour qu'on puisse mettre ça en place. Moi, je suis dans le Vercors. Alors, en ce moment, il neige, c'est incroyable. Mais ça fait tellement longtemps que j'attendais cette neige et les stations encore plus, je pense. Voilà, il y a énormément d'enjeux sociétaux importants là-dessus. Et donc, de plus en plus, en fait, c'est d'essayer de faire passer ces messages-là et d'utiliser en fait le sport et les gros défis qui apportent un peu de visibilité comme levier pour faire passer d'autres messages. Alors moi, ce qui me touche personnellement, c'est l'environnement. C'est d'ailleurs pour ça que je bosse dedans. Et donc, du coup, tu vois, je te parlais du Triple Ironman où là, tu vois, à chaque interview,
je disais que ce que je voulais montrer, c'est que tu n'as pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour aller faire ton défi et dépenser des milliers d'euros. Clairement, si tu veux de la difficulté, prends tes baskets, parcourir de chez toi et dis-toi, je m'arrête que quand j'en peux plus. Voilà, tu vois, tu veux du défi et de la difficulté, il y a pas besoin de dépenser des milliers d'euros d'équipement et de matériel, etc. et de prendre l'avion. Tu peux, et une fois que tu vas arriver dans ce niveau de difficulté-là, tu vas te dépasser, tu vas apprendre énormément sur toi, tu vas apprendre à te gérer. Ça va être des trucs qui vont te servir professionnellement. Parce que je peux te dire que quand tu es dans le jus professionnellement, bah, tous les trucs d'ultra, ils te servent énormément. Tu vois, on va dire tu as une mission très serrée de 3 jours. Et ben, grâce à l'ultra, je sais qu'il faut quand même que je dors tu vois, un minimum. Je peux pas dire, bah non, voilà, il faut que j'y aille à 100%. Voilà, tu apprends à faire la part des choses. Et en général, du coup, pour revenir à ta question, vu que je me suis un peu égaré, mais ouais, c'est d'essayer de montrer par le sport et par les défis, l'utiliser un peu comme un cheval de Troie pour faire passer des messages d'environnement et de montrer que le monde de demain, qui moi je pense sera plus écolo, probablement un petit peu, enfin, ouais, nécessairement, je pense, sera aussi un monde où on sera plus heureux. Probablement un monde où il y aura un peu moins je l'espère, d'inégalités. Ça, c'est un peu un autre sujet parce que je pense qu'on ne sera pas tous égaux face aux conséquences des dérèglements, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà. Je pense que le monde de demain qui est plus sobre est aussi un monde plus heureux. Et ça, c'est un message important à faire passer parce qu'aujourd'hui, on le voit un peu trop comme une contrainte, alors que je pense que c'est surtout une société désirable qui nous attend. Et ça, on a trop peu tendance à le voir. Ouais, c'est intéressant. C'est quoi justement pour toi les priorités à mettre en place pour aller vers ce monde-là? Alors, ce que j'ai identifié moi personnellement, alors bon, évidemment, l'information, la sensibilisation, elle est hyper importante. Il y a encore trop peu de personnes qui connaissent les enjeux. Il y a encore 40% des personnes en France qui sont climato-sceptiques. Ça, c'est des études. Et donc, ben, là, ça prouve qu'il y a quand même un gros besoin d'information nécessaire. Et après, moi, ce que j'ai identifié voilà, un peu au fur et à mesure, c'est que un des gros blocages pour l'instant, c'est cette question de la désirabilité du monde écologique. On le voit comme quelque chose de contraignant, on le voit comme moins de plaisir, de bonheur, de trucs, alors qu'au final, on va probablement enlever énormément de superflu, énormément de choses qui sont plus des petits plaisirs ponctuels, succincts et quasiment parasites pour le bonheur qui est un état stable, durable. Et donc, à mon avis, on va vers plus de bonheur et moins de un peu plaisir superflu qui est un peu juste, tu vois, du sucre ou de la poudre de perlimpinpin euh, qu'on nous jette de temps en temps comme ça. Et ouais, on va se recentrer vers ce qui est l'essentiel et ce qui est vraiment important pour nous. Tu vois. Ok. C'est quoi les solutions selon toi pour justement réussir à faire changer cette vision des choses? Ouais. Euh, c'est une super question. Je pense que c'est plusieurs choses. Enfin, ouais, une partie de la réponse, c'est de mettre en avant ces modèles-là, tu vois, de mettre en avant les modèles de désirabilité, c'est de se projeter. Il y a la fresque des nouveaux récits que moi je trouve vraiment super pour ça et que du coup j'anime et que je fais assez souvent, qui est un petit atelier de 2-3 heures où en fait on comprend comment est-ce que, on va dire, nos normes actuelles nous sont parvenues avec tu vois, des trucs hyper importants, style le plan Marshall qui finançait, enfin qui compte en échange de financement, ben, a permis un changement de notre culture et de nos normes sociales par notamment tu vois, le cinéma, la publicité, etc. On a vachement adopté le modèle américain capitaliste. Euh, et alors qu'on avait notre modèle à nous, avec nos films à nous, nos valeurs à nous. Et donc, il y a cette prise de conscience dans un premier temps. Et ensuite, dans ce qu'on fait dans cette fresque, le second temps, c'est euh, redéfinir une norme et donc se dire, bah voilà, par exemple, je sais pas, la mode, la fast fashion, tu vois, ben, on revoit ça et on se dit, ben, ok, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle norme qu'on pourrait avoir par rapport à la norme, par rapport à la mode
Donc, plutôt que, tu vois, avoir constamment des nouveaux trucs, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre de désirable qu'on peut avoir sur la norme? Et en fait, je suis sûr que ce travail sur les normes actuelles est hyper important. Et donc, c'est premièrement le déconstruire, deuxièmement, reconstruire un nouveau modèle désirable, et troisièmement, bah, le communiquer sur ce modèle, tu vois. Il y a pour prendre le sujet des stations de ski, à Métabier, donc dans le Jura, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont décidé d'arrêter le ski alpin et ils sont en train de construire un nouveau modèle un peu ouais, de station, mais toute l'année, qui donne hyper envie. Il y a énormément de personnes qui sont intéressées par le sujet, etc. Alors, vu qu'ils étaient un petit peu, enfin, vu qu'ils étaient en avance de quelques années, du coup, il y a une énorme émulation autour de ça. Ce sera peut-être pas le modèle pour toutes les stations à l'avenir, mais en tout cas, voilà, ils sont en train vraiment de construire quelque chose d'ultra désirable. Et j'ai hâte de pouvoir d'ailleurs explorer cette station et ces initiatives et de le partager. Mais voilà, c'est mettre en avant ces modèles-là et arrêter de mettre en avant les modèles actuels. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions, tu vois, autour de la publicité, de limiter certaines publicités ou de limiter la publicité en tant que telle, puisque c'est poussé à de la consommation et donc ben, forcément, pas forcément aller dans la direction de la sobriété et de ce qui nous rapproche du bonheur. Mais bon, ça, de toute façon, tu vois, c'est un truc typique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que la publicité n'allait pas forcément dans la direction du bonheur, tu vois. Et pour moi, c'est un exemple même du fait que ben, déconstruire le modèle actuel et construire un nouveau nous rapprochera probablement du bonheur. Ah, c'est intéressant. Pour revenir un petit peu sur ton fameux défi autour des stations de ski, tu nous as dit que ce serait une longue expédition de Ouais. plusieurs mois. Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus comment tu envisages ce projet-là? Ouais, alors l'objectif, c'est de relier 100% des stations. Donc, ben voilà, je ne sais pas si toi, tu allais au ski ou si, voilà, mais je passerai probablement par cette station-là. Et donc, il y en a plus de 300 à raison de à peu près 3 par jour. Plus, du coup, il y a les interviews à faire. Mais ça fera une centaine de jours. Et donc, on va dire donc, ouais, du 15 avril au 15 juillet. Au cours duquel d'ailleurs j'invite n'importe qui. Je pense que je publierai régulièrement et ouais, je communiquerai mes endroits de passage, donc n'importe qui pourra se joindre. Et c'est l'objectif d'ailleurs, c'est de rouler avec des personnes, tu vois, de faire toutes ces rencontres-là. Euh, et du coup, sur les distances et la moyenne, ça fait à peu près 7000 km au total, 170 000 mètres de dénivelé. Rien que pour les Alpes, tu vois, c'est 4000 km et 100 000 mètres de dénivelé. Et donc, du coup, on aura une moyenne par jour j'ai calculé, ça fait à peu près 85 km et 2000 mètres de dénivelé tous les jours à faire. Donc, je pense que ça va être bien fatigant physiquement et bien fatigant mentalement avec tous les à côté à gérer aussi. OK. Tu pars pas seul, j'imagine, pour ce défi-là? Si, a priori, Si? ouais, a OK, priori, je pars seul, ouais. Ouais. Je vais OK. essayer de me faire accompagner par euh, quelqu'un qui filmerait sur certains jours. Tu vois, peut-être idéalement, vu que j'ai pas énormément de budget, un jour par massif, et qui pourrait après, on va remettre tous les enseignements, les synthétiser, et essayer de faire un truc, tu vois, en 20 minutes, hyper succinct, hyper synthétique, partageant le plus d'informations possible dessus. Donc voilà, il y aura cette personne-là qui viendra à droite à gauche. Et ma femme, du coup, me rejoindra, je pense. On essaiera de se retrouver toutes les semaines dans une station à droite à gauche, quoi. OK. À quel point sur ce type de défi long, tu organises, à l'avance? C'est-à-dire, tu sais grosso modo, voilà, quel jour, tu vas passer à tel endroit, mais si j'imagine que tu prévois pas tes hôtels, et cetera en avance? Ouais, alors là, pour le coup, j'aurais pas le budget pour faire des hôtels, donc le choix il a été assez rapide. Ce sera tente. Et donc bivouac sur les stations. Si après je me fais proposer, enfin, je sais que j'ai des amis en chemin, donc voilà, si je peux dormir, je refuserai pas, tu vois. Je me dis pas non, je veux obligatoirement être en bivouac. S'il y a des personnes qui me proposent aussi, avec grand plaisir. Et sur l'organisation en amont, j'ai identifié le défi, je pense, il y a 6 mois.
J'ai commencé à travailler dessus il y a 4 mois, et allez, quasiment, non pas full time dessus, mais enfin, en gros, ça me prend, ouais, au moins 8 heures par jour, donc en plus du travail actuel, vu que là, j'ai malheureusement entre plein de guillemets, mais non, je suis bien content de les accompagner, parce qu'en plus, c'est des super clients. Je continue à travailler, donc ouais, ça me prend bien 8-10 heures par jour, depuis, je pense, 1 mois et demi avant le projet, quoi. Parce que du coup, il OK. faut il faut il faut identifier les personnes pour le podcast, donc 50 à 100 personnes, leur dire, voilà, je passerai telle date, j'ai ça organisé et cetera, et la grosse partie, c'est qu'aujourd'hui, je fais tout en solo, sans partenaire, sans financement, et j'aimerais bien, je pense, tu vois, si jamais je veux pouvoir faire un documentaire, ce serait pas mal d'avoir un minimum de financement, donc je vais essayer de lancer une campagne de crowdfunding pour essayer que les personnes qui se sentent concernées aussi par le sujet de la montagne, des stations, qui allaient skier, qui veulent continuer d'aller skier ou qui veulent, tu vois, participer à la construction de ce nouveau modèle plus large, puissent participer à leur échelle, en soutenant le projet et en voyant du coup le documentaire qui leur appartiendra un petit peu aussi. OK, ouais, c'est un beau projet. Il me semble que tu organisais aussi des défis en autostop, des courses d'autostop. Est-ce que tu peux, détailler un petit peu plus, en quoi ça consiste? Ouais, alors j'en ai fait pas mal, j'en ai fait 2-3. Ça a commencé, heu Ça a commencé en prépa où en fait, j'avais pas de sous et je voulais, progresser en allemand entre les concours écrits et les concours oraux. Et donc du coup, je me suis dit, «Et ben, on va faire Pékin Express, à notre sauce». On va partir de Paris, on va essayer de faire Paris-Berlin en stop, en dormant chez Habitant et en ayant moins d'1 €, ce qui tombait bien parce que c'est à peu près ce que j'avais sur mon compte à ce moment-là. Et l'avantage, c'est que voilà, pendant une semaine, du coup, j'ai pu parler allemand, vraiment, en full immersion parce que tu as pas trop le choix quand tu es dans la voiture ou que tu cherches un logement. Donc ça m'a pas mal aidé à progresser. Ça, c'était un 1er défi. Après, j'avais fait une course, organisée par mon école où là, c'était en Espagne. Là, c'était vraiment ça ressemblait aussi à du Pékin Express sur la course de stop. Et l'avantage, c'est que c'était en partenariat avec une asso, qui aidait les enfants atteints du cancer, donc d'un hôpital à Toulouse. Et donc, les enfants nous donnaient des petits défis à faire, tu vois, chaque jour. Ça pouvait un peu leur sortir de leur quotidien, qui est assez difficile. Et après, moi, à titre un peu plus individuel, j'ai refait du stop, au Brésil, au Japon. J'ai fait un échange au Japon, et ah oui, pour la petite histoire, du coup, j'ai fait 2 voyages en stop au Japon quand j'étais en échange là-bas, et 100 des voitures qui m'ont pris au Japon n'avaient jamais vu quelqu'un faire du stop avant dans leur vie. Donc ils avaient vu ça à la télé, et donc à chaque fois que quelqu'un nous prenait, il y a un des 2, un des 2 voyages, je l'ai fait avec un ami japonais. Il nous demandait si on était filmé et si on avait passé à la télé, tu vois? Parce qu'ils avaient jamais vu ça, c'est pas dans leur culture, et pourtant, tu vois, les voitures s'arrêtaient quand même. C'était pas plus difficile qu'en France. Donc franchement, trop trop belle expérience. Et pour revenir du Japon, vu que, j'étais en échange là-bas et que je commençais à avoir cette sensibilisation, environnementale, on a pris le transsibérien, du coup, Japon jusqu'à, enfin, Vladivostok, donc juste à côté du Japon, jusqu'à, Saint-Pétersbourg, et après, Saint-Pétersbourg jusqu'en France, 2 semaines de stop à travers toute l'Europe. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'essaye d'en faire minimum une fois par an, tu vois, minimum un voyage en stop par an. Alors ça peut être juste le temps d'un week-end, mais je trouve ça hyper important pour un peu se reconnecter à des personnes complètement différentes de nous. L'avantage quand tu fais du stop, c'est que souvent, tu as un peu toutes les strates de la société. Alors, tu as rarement des milliardaires, mais ça peut arriver. Et voilà, tu rencontres des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées si jamais tu n'avais pas eu cette opportunité-là. Et ça te permet aussi un peu moi, ça me permet aussi un peu de faire ma prise de température, tu vois, un peu l'état de la société française, les pensées, parce que quand tu rentres dans la voiture de quelqu'un, la personne, elle se sent chez elle, tu vois, donc elle a aucun mal à te dire ce qu'elle pense, et ça, c'est vraiment top. Ouais, ça me parle. C'est vrai que j'ai fait, pas mal de voyages en stop aussi par le passé et ça me donne envie de m'y remettre. Bah écoute, on se fera une petite course de stop à l'occasion. Ah bah, avec, grand plaisir.
Normalement, c'est plus facile si tu es une fille, il paraît. Il paraît. Sur du plus long terme, on va dire dans les années à venir, est-ce que tu as d'autres défis en tête, un petit peu fous qui sont pour l'instant à l'état d'idée et que tu aimerais, pourquoi pas concrétiser par la suite? Ouais, alors vraiment à l'état d'idée, j'ai reçu ce matin, un message d'un bon ami qui s'appelle Max Schnell, et lui ça fait, 7 ans je crois cin 6 ans, 7 ans, qu'il vit sur son vélo. C'est vraiment pour moi, je pense la personne la plus inspirante que je connaisse. Et j'ai pas peur d'utiliser le mot inspirant pour le coup qui, ouais, est un peu, parfois, avec certaines connotations, mais non, non, là c'est pour moi c'est la personne la plus libre, tu vois, que je connaisse. Et il me proposait d'aller essayer de battre le record du monde, du tour, le record du tour du monde à vélo. Sauf que le tour du monde à vélo, il est réalisé en prenant l'avion. Et donc là, nous, on dirait, ben, en fait, fuck l'avion, on prend pas l'avion. On le fait avec en gros, on traverse les océans avec des moyens de mobilité douces. Donc probablement le voilier. Mon petit frère, il est pareil, il était en échange aux États-Unis, donc il a fait l'aller en avion, mais il a fait le retour en bateau stop. Donc c'est voilà, je sais que c'est possible. Alors il s'est un peu mis en danger, donc voilà, faudra le faire de certaines manières probablement. Mais voilà, ça fait partie des choses qui sont possibles. Après, tu vois, ça c'est un gros projet et ça nécessite forcément ben, du financement derrière. Donc, soit je mets beaucoup d'argent de côté parce que j'arrive à très bien gagner ma vie. C'est pas complètement le cas. Donc du coup, voilà, il faut forcément trouver des financements pour ça. En toute honnêteté, ouais, la limite à mes défis, pour l'instant, elle est surtout financière. Sinon, des idées, il y en a plein. OK. Quand tu parles de tour du monde, du coup, c'est-à-dire, tu passes par chaque pays du monde ou tu fais un tour du monde en suivant l'équateur? Comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas d'idée spécifique du tracé. Je crois qu'il y a plusieurs tracés possibles. Hem, je saurais pas te dire. Je sais pas si tu commences tu vois, je crois que je me demande si tu commences pas de Tarifa, en Espagne et tu rejoins, ça doit être vers Kuala Lumpur, un truc comme ça et après tu fais l'Australie et après tu fais, Heu, la traversée des États, je sais plus, là, je suis en train de te dire des bêtises, je ne saurais plus te dire. Mais je crois qu'il y a quelques tracés qui sont, un peu homologués. Je me demande si c'est pas une question de il faut que ça fasse, minimum X 1000 kilomètres, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. OK. Ouais, parce que c'est un truc, pour le coup, alors c'est très, 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 très niche, mais c'est assez répandu, de faire des tours du monde et donc du coup, tu vois, tu as un peu des standards, spécifiques, ouais, là-dessus. OK, c'est intéressant. Mmh. Tu nous disais tout à l'heure que chaque défi t'ouvre, en quelque sorte des portes, de plus en plus grandes. Ouais. Jusqu'où est-ce que tu aimerais aller dans l'impact, que tu as sur le monde? Waouh! Waouh! Heu, je sais, C'est tu vois, difficile. je sais même pas si j'ose, et l'imaginer et en parler. Mais, tu vois, pour moi, quelqu'un comme Mike Horn, il a énormément d'impact dans ce qu'il dit, de par la manière dont il fait les choses. Des personnes comme Kylian Jornet, des personnes comme, heu ouais, je pense que c'est des personnes qui, à l'échelle mondiale, tu vois, ont de l'impact. Alors, enfin voilà, je le dis en toute humilité, hein, aujourd'hui, je suis à des années-lumière de ce qu'ils font, hein. Mais je me dis, ouais, enfin, pourquoi pas, au fur et à mesure des années, tu vois, défi après défi, hem, en tout cas, tu vois, j'ai compris que les limites de ce que je pensais, possible, ben, finalement, elles font que d'être repoussées. Donc aujourd'hui, je me mets plus trop de limites dans la capacité physique à réaliser quelque chose. Ce Après, c'est parce que là, on parle de trucs d'aventure et d'ultra endurance, tu vois? C'est sûr que, battre le record du monde du 100 mètres, là, c'est c'est quelque chose de différent. Mais en tout cas, dans la capacité ouais, à d'aventure, je me mets peut-être un peu moins de limites, et donc du coup, ouais, je pense que c'est un peu des modèles, hem, qui me bottent énormément. Heu, voilà.
Après, il manque peut-être un tout petit peu d'impact sur les sujets, sociétaux, environnementaux. Mais d'un autre côté, c'est ce qui leur permet de, tu vois, peut-être pas trop saouler des gens. Et donc du coup, je pense qu'il y a vraiment cet équilibre à trouver et c'est pour ça que j'essaye, tu vois, de pas, dire, explicitement que, je suis un écologiste qui fait du sport, mais plutôt, je fais du sport et au fait, tiens, 2-3 petits messages glissés en douce, ici et là qui vont bien, quoi. Je OK. me pose souvent la question de qu'est-ce qui est le meilleur, qu'est-ce qui permet d'avoir le plus d'impact? J'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça, mais voilà, je suis encore en train de construire cette réflexion, donc ça changera peut-être dans les années à venir. OK. Tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais j'aimerais savoir, au global, qu'est-ce que le sport et tous tes différents défis t'apportent, dans ton quotidien et dans ta vie de tous les jours? Quels sont les enseignements que tu en tires? Ouais, alors ça clairement, c'est comme je te disais, hein, sur la pratique de l'ultra, je pense un peu plus l'ultra cyclisme que l'ultra trail parce que l'ultra trail, ça va plus être, tu vois, sur en général un jour et donc du coup, tu as pas la gestion du sommeil. Tu as un petit peu de gestion de nutrition, tu vois? Mais tu as cette partie, tu vois, amont, organisation, le petit rétro-planning, dont je te parlais. Alors que de base, enfin franchement, je suis l'anti-rétro-planning par excellence. Mais en fait, c'est tellement essentiel pour arriver, à ton projet que tu es obligé de passer par ces étapes-là. Donc ouais, l'organisation en amont, la gestion pendant l'événement, et après, tu vois, le post et ça, c'est encore un truc que je suis en train de découvrir, que j'ai découvert l'an dernier, tu vois, sur le marathon en arrière, de faire, tu vois, de la communication, post-défi. Là, à travers le tour des stations, j'espère vraiment pouvoir, partager, des retours que j'ai eus dans, des entreprises, des collectivités, sur, bah, tu vois, tous les apprentissages qu'on a après une aventure comme ça, heu et après toutes les rencontres, que j'aurais fait. Je pense qu'il y a énormément du coup, de connaissances qui seront à transmettre et donc voilà, cette partie-là, le post, je pense que c'est un peu ce sur quoi je vais me concentrer en 2024, pour essayer de progresser et de continuer à ouvrir d'autres portes. OK. Pendant ces périples, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont particulièrement marqué? Waouh, il y en a tellement. Forcément. Ouais, ouais, non, non, sur le tout premier podcast dans lequel je suis intervenu, c'était ultracyclisme.fr, ils avaient mis en titre, hem, pour mon épisode, c'était «L'ultra, c'est les autres» et moi, je trouve que c'est vraiment ça, tu vois? L'ultra endurance, mais je pourrais mettre, l'aventure aussi. Pour moi, c'est vraiment les autres, c'est vraiment les rencontres, et ça sonne un peu bateau comme ça et je pense que, il y a peut-être que les personnes qui en ont fait, qui peuvent vraiment se rendre compte de à quel point c'est les autres. OK, c'est peut-être, tu vois, moi qui, pédale ou qui court, mais il y a tellement d'autres personnes impliquées. C'est vraiment, tu vois, toute heu, ouais, la communauté de personnes impliquées autour de ce projet qui permet la réalisation de ce projet et en fait, quand tu fais ce genre de défi, tu te rends compte d'à quel point tu es tellement dépendant, d'autres personnes, que, enfin, c'est pour ça, on voit tout le temps des personnes, tu vois, remercier à chaque fois aux jeux olympiques, aux trucs ou même, sur les cérémonies des Oscars, ils remercient tout le temps les trucs parce que, ben, ces gros projets-là, c'est tout le temps, en fait, des équipes, c'est jamais des individualités, et donc c'est pour ça que c'est tellement important de les remercier et de mettre ces personnes-là. Ouais, je pense qu'on essaye de récompenser des individualités alors que c'est tout le temps des collectifs, qui réalisent ces projets. OK. Pour conclure cette interview, j'ai 3 questions rapides à te poser. Ouais. Peut-être juste avant de te les poser, est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder ou un message, que tu aurais envie de faire passer? Non, en ce moment, mon message, c'est vraiment, je vais avoir besoin de soutien sur ce projet des stations, du soutien, et moral, je pense, en envoyant des messages, et aussi en repartageant, du coup l'aventure, en la faisant connaître autour de soi, parce que probablement qu'il y a des entreprises, ou des collectivités, des personnes, qui sont prêtes à mettre ce projet en avant et à le soutenir. Donc voilà, s'il y a des personnes qui croient que, on a besoin de changer le modèle de nos montagnes, parce qu'on est en danger absolu, donc ils sont un peu d'accord sur ce sujet-là ou de manière plus générale l'écologie, ben, que ces personnes-là n'hésitent pas à m'aider à faire propager ce message en soutenant le projet. C'est vraiment aujourd'hui
le plus important pour moi et ce pourquoi je passe 25 heures sur 24 en ce moment. Ça marche. Du coup, première question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Waouh, 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 waouh. Hmm. En plus, en toute transparence, je suis pas hyper lecture. J'ai souvent un peu de mal à, ouais, je me déconcentre assez facilement. Je pense que je fais partie de cette génération qui arrive, de ces générations qui arrivent, tu sais, très déconcentrées et un peu de troubles d'attention, et cetera. Vite fait, hyperactif aussi, même si j'ai pas été diagnostiqué, mais voilà, je pense que j'ai quelques ressemblances. Là, comme ça, j'en vois pas un en particulier. Il y a pas mal de je prends pas mal d'idées à droite à gauche. Je trouve que, un livre comme Le Monde de Sophie, que tu connais peut-être, qui, voilà, est un peu une initiation à la philosophie, que j'avais lu en terminale, m'a vachement apporté, dans la prise de recul, sur la vie, sur le fait que, heu, j'ai compris que le plus important, ça c'est peut-être, on considérera peut-être que c'est une opinion, mais que le plus important, c'est pour moi, c'est le bonheur et pas que de moi, mais aussi de la société dans son ensemble, qui m'a permis de comprendre que je pense que moi, personnellement, j'avais assez, tu vois? Et donc, je pense être profondément, heureux et donc que, le surplus, il faut qu'il soit enfin, mon surplus, tu vois? Il faut qu'il soit orienté vers, les personnes qui ne sont pas dans cette situation-là, et donc ça passe par, des du travail, social, sociétal et environnemental, pour qu'on puisse être le plus de personnes, à être dans cette situation, quoi. OK. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Hem, c'est un peu lié, hein, c'est un peu cette partie bonheur. Je dis souvent à mon entourage que le jour de mon enterrement, je tiens absolument à ce que ce soit, des musiques joyeuses et festives, et pas de la tristesse. J'aimerais que le jour de mon enterrement, les personnes, tu vois, sourient, se rappellent des moments, rigolent et racontent des blagues, voilà. Ouais, j'aimerais que le message derrière, ce soit, tu vois, un peu cette notion de partage de bonheur et d'essayer de participer au bonheur de chacun, et de pas juste, rester sur, son bonheur à soi parce que je pense qu'on peut toujours être plus heureux soi-même, et c'est toujours facile de se concentrer sur soi-même, mais ça peut tellement faire davantage de différence, de se concentrer sur les autres et il y a tellement de personnes qui en ont besoin et auprès de qui on peut apporter un impact énorme, alors que voilà, sur soi, on va faire des petites étapes. Alors, je dis pas ça pour tout le monde, tu vois, mais je pense qu'on est beaucoup, à pas assez prendre de recul et à se dire: «Ben, finalement, je pense que je suis quand même plutôt heureux, dans la situation dans laquelle je suis, quoi». OK. Et dernière question, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous raconter? Une petite anecdote, hem, je réfléchis à laquelle peut être, peut-être la plus pertinente, mais, si, il y en a une sur une course d'ultra qui m'est arrivée en Irlande, donc c'était 2 500 kilomètres aussi, peut-être un petit peu plus, je sais plus, et en gros, l'idée c'était de faire tout le tour de la côte, irlandaise à peu près, et en fait, en plein milieu, du parcours, je me prends, j'étais en train de ouais, bref, pour la faire courte, je me prends un mur, et donc je casse mon vélo, je casse ma fourche et là, à ce moment-là, c'est un truc que je trouve, en ultracyclisme est assez développé, c'est vraiment le pragmatisme, tu vois? Parce qu'il arrive très souvent des galères en ultracyclisme, mais je pense que c'est aussi vrai dans les aventures, les expéditions, et là, du coup, il faut être extrêmement pragmatique et tu vois, tu te dis pas, enfin, je me suis pas dit: «Bon, bah, voilà, je pleure, ma course est finie et cetera, j'étais 3e, bon». Non, tu vois? Tu te dis: «OK, quelles sont mes options?» Pause, et donc là, je me dis: «Bah, voilà, mes options, c'est de trouver un autre vélo, de trouver un moyen de réparer», et donc pour ça, tu vois, un peu le truc de étape par étape. Pour ça, il faut que je trouve quelqu'un, il faut que quelqu'un s'arrête. Donc je mets mon vélo en évidence, le bord de la route, mais en même temps, moi, je montre que je suis pas en danger, je montre que j'ai quand même un peu besoin d'aide. Hop, il y avait une voiture qui s'arrêtait,
La personne a mis des messages Facebook, sur les groupes Facebook autour du lieu où j'étais. Moi, j'ai appelé tous les magasins de vélo autour. J'ai fait tout ce que je pouvais. Finalement, il n'y avait aucun magasin de vélo qui pouvait louer un truc, etc. Bon, bah voilà, j'arrivais face à une impasse. Bon, bah la course va devoir s'arrêter pour moi. Je me dirige vers la station de bus. Et en fait, au moment où je rentre pour prendre le bus, il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit il y a un gars qui a un vélo pour toi. Si tu veux, hop, c'est à 5 minutes de là où j'étais. J'y vais avec ma roue dans une main et l'autre vélo dans l'autre. Je laisse le vélo chez lui, poum, j'ai fini les 2 derniers jours de course restantes sur son vélo. Et la morale de ça, c'est vraiment voilà, l'aventure et ces défis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pragmatisme pour y arriver. Je touche du bois pour l'instant, j'ai réussi à l'ensemble des défis auxquels je m'étais mis. Je pense que c'est en partie lié à ce pragmatisme. Voilà. Après, si ça le fait pas, bah, ça le fait pas. Tu as pas de regret à avoir à partir du moment où tu as fait tout ce qui était en ton possible, tu vois. Donc voilà, je pense que ça permet de relativiser pas mal de choses. Ok, merci pour ce partage. Avant de se quitter, quels sont les liens que tu aimerais donner à nos auditeurs sur lesquels ils peuvent te retrouver? Et ben alors, il y a sur Instagram, c'est Kokogi Challenge, Kokogi Challenge. Kokogi parce que Coco, c'est Constance, ma femme, et Guy, c'est moi. Tu vois, on parlait de justement équipe, et cetera. Ben voilà, on est vraiment ce binôme-là. Pour moi, c'est hyper important heu, de montrer de montrer et de faire comprendre que Constance, elle est responsable de ses réussites aussi. Et après, ben, sur Instagram, il y a le lien Linktree, où en fait, ça répertorie tous les différents articles et aventures que j'ai pu faire. Et sinon, sur Facebook, Kokogi Challenge aussi, et sur LinkedIn aussi, où je pense, je vais essayer de publier tous les jours pendant l'aventure des stations sur LinkedIn et sur Instagram, un petit apprentissage de chaque journée, de chaque station, pour que les personnes puissent suivre ça. Ok. Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce moment et je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite dans tous tes futurs projets. Un immense merci, Elodie, et puis on se retrouve bientôt sur une course de stop alors. Avec grand plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.